y a évidemment énormément d'humains. Les contraintes, c'est le climat et le réchauffement climatique, c'est nous qui nous l'imposons et finalement, c'est tant mieux. Et il y a toutes les transformations qui sont liées. Mais il y a aussi, après, tout simplement des contraintes physiques, des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter, finalement. Et justement, sur ce premier thème, comment vous abordez, vous, justement, cette transition énergétique, le fait d'avoir des contraintes potentiellement physiques sur les ressources, les matières, l'eau, les métaux, à la fois pour produire, pour consommer ou tout simplement pour transporter l'énergie? Quel regard vous portez sur la transition énergétique face à ces contraintes qui forcément font un très fort appel de demande en matériaux ou en nouveaux matériaux? Et comment vous intégrez ça finalement dans vos modèles pour conduire votre transition? Olivier, je crois que vous pouviez commencer notamment aussi sur cette idée de conception et de design amont. Les contraintes physiques, c'est pas les miennes, hein, c'est celles qui me font vivre. C'est celles de mes clients aux quatre coins du monde. Et ce qu'on voit, c'est que la première contrainte physique, c'est le CO2. C'est qu'on est en train de polluer l'air qu'on respire, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Donc la première contrainte physique, qui est assez virtuelle, c'est celle-là. Et franchement, le 1,5 degré, je ne sais pas si ça vous motive, mais moi, jusqu'à maintenant, ça ne me disait rien. Quand je disais 1,5 degré, il fera un peu moins froid. Et quand on voit les dégâts que ça fait, on a un problème de KPI, comme dirait l'autre. Donc c'est quand même la première contrainte physique, c'est la température et le fait que 4 degrés, ça va faire des gros dégâts. Et on va tout droit vers 4 degrés. On va tout droit vers 4 degrés. Ou vers 3,5, un truc comme ça. Donc c'est survivre, hein, cette contrainte physique. Après, ce qu'on voit bien chez nos clients aux quatre coins du monde, parce qu'on est au Japon, on est beaucoup au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs, la contrainte physique, elle est très différente dans les pays matures, émergents et pays en développement. Les pays matures, il faut qu'on transforme notre mix en croyant qu'on est riche, mais on va bientôt se rendre compte qu'on ne l'est pas parce que ça coûte très cher et que l'argent, il n'y en a pas tant que ça. Donc là, on est à un moment où on commence à s'en rendre compte, mais je pense qu'on ne s'en est pas encore rendu compte. Les pays du Golfe, eux, sont en pleine transformation. Alors, ça fait un peu rigoler la COP28 qui avait lieu aux Émirats. En vrai, ils sont en pleine transformation, plus rapide que la nôtre. Pour eux, c'est une question de survie. Ils ont compris que dans 50 ans, le pétrole et le gaz, il n'y en avait plus, ou que ça ne se vendrait plus. Et leur problème, c'est qu'ils ont du sable, du pétrole, du gaz et du soleil. Rien d'autre. Et donc, transformation majeure, là, à marche forcée. Et c'est parti, avec un gros avantage, c'est qu'ils ont de l'argent. L'Afrique, leur problème, le CO2, ce n'est pas leur souci. Ils n'ont pas d'énergie. Ils ont des jeunes qui n'ont pas de boulot. Donc, le sujet, c'est avoir de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Comme la moins chère, c'est le charbon, allons-y pour le charbon. Donc, on se fait plaisir en mettant quelques panneaux solaires, mais ce n'est pas le sujet. Deux commentaires. Je recevais récemment tout l'aéropage algérien de Sonatrach, gouvernement, etc., chez nous pour travailler sur des projets. 2% de renouvelables. Et puis on leur dit, quand même, le CO2, là, vous ne nous avez pas parlé. Ils nous disent CO2, non, puisque gaz naturel. Bon, et c'est probablement un de ceux qui est le plus à investir. Le reste de l'Afrique, démerdez-vous. C'est vous qui avez fait le CO2, maintenant vous n'avez qu'à l'enlever, nous, il nous faut de l'énergie. Bon, et ça, c'est la moitié de la planète. Hein. Donc c'est comme ça que ça se passe, ce qui fait que les contraintes, elles vont être le CO2, la fin du gaz et du charbon, et là vous en parlez, vous savez mieux que moi, hein. Et puis après ça va être les contraintes financières, pas celles de mon entreprise, mais je pense que ça va devenir la première, c'est la contrainte financière de transformation de nos sociétés. Good luck. Et justement sur la filière gazière, Jérôme ou Christelle, justement, peut-être est-ce qu'il y a des contraintes physiques aujourd'hui que vous constatez où les modèles, justement, notamment sur la biomasse, aujourd'hui indiquent que ces trajectoires de gaz vert sont compatibles? Alors, oui, bien évidemment, il y a toujours des contraintes. Et nous, pour finalement produire le gaz vert, on a besoin de biomasse. Alors, on entend souvent parler de la biomasse. En réalité, il y a plusieurs biomasses. Et c'est là qu'il va falloir un peu creuser. Je vais essayer de ne pas être très technique, mais nous, la plupart du gaz vert aujourd'hui est produit par de la méthanisation. La méthanisation, c'est des déchets organiques,
pour l'instant majoritairement des déchets agricoles, et c'est ce qu'on appelle de la biomasse humide en réalité. Et cette biomasse humide, elle n'a pas de conflit d'usage. En fait, elle ne peut pas servir à grand-chose d'autre que d'être méthanisée. Donc en réalité, on s'aperçoit qu'on a un potentiel de méthanisation qui est quand même très important, puisqu'on parle de 130 TWh de méthanisation, c'est-à-dire la moitié des volumes de gaz qu'on pourrait utiliser en 2050 seraient faits par la méthanisation, et eux peuvent être produits sur une biomasse qui n'a pas de conflit d'usage. Donc pour ça, c'est assez facile. Et puis l'autre moitié du gaz vert dont on aura besoin, une partie sera l'hydrogène, et je laisserai Christelle nous en parler, et après, ce sont d'autres gaz verts qui sont produits par des procédés comme la gazéification hydrothermale, la pyrogazéification. Et là, pour le coup, il peut y avoir des conflits d'usage sur une biomasse sèche dont on a besoin et qui pourrait être utilisée pour d'autres choses. Alors, cette contrainte, elle n'arrivera probablement que en 2035 ou 2040, parce que la pyrogazéification et la gazéification hydrothermale, ça commence tout juste et ça va mettre du temps à se développer. Aujourd'hui, on est vraiment sur le développement de la méthanisation, et là, pour le coup, il n'y a pas de limite. Donc, on a au moins cette dynamique que l'on peut continuer à alimenter, qui nous permettra d'être à 20% de gaz vert en 2030, et ça, c'est vraiment notre objectif. Après, nous, on a de la chance, on a un réseau qui est là, qui est en place, qui fonctionne, qui est plutôt bien entretenu et qui fonctionne même plutôt très très bien. Et ce réseau, il a encore la capacité d'accepter beaucoup de gaz. Donc on n'a pas besoin aujourd'hui, en tous les cas sur les réseaux de gaz, de faire des investissements majeurs pour l'utiliser. Donc pour l'instant, sur les 15-20 années qui viennent, il n'y a pas forcément de limite au développement des gaz verts. Ça sera plus contraint en 2040. Mais pour l'instant, il y a une autoroute devant nous et j'espère qu'on le prendra et que nous, on appelle de nos voeux à une accélération de cette méthanisation parce que on pense que plus vite on remplacera du gaz fossile par du gaz vert, mieux ça sera. On est pour une décarbonation, même si ça commence seulement maintenant. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du CO2 qui ne s'accumule pas dans l'atmosphère. Donc commençons à faire tout de suite ce qui est accessible. Donc il y a de la marge effectivement sur les 15 prochaines années pour travailler et largement de quoi faire. Peut-être pareil sur la filière hydrogène aussi. Alors, sur la filière hydrogène, il y a un enjeu très international et un enjeu assez local. Alors je vais essayer de donner un aperçu assez succinct. En fait, pour redonner un ordre de grandeur sur la place que va occuper l'hydrogène dans le mix énergétique, on considère grosso modo que ça va être à peu près 18 à 20% de la demande d'énergie finale. Donc une fois qu'on a fait sobriété, efficacité, etc. Bon. Et on considère également, même si effectivement il y a un début de pyrogazéification, etc., et à partir de certaines biomasses avec lesquelles on pourrait faire de l'hydrogène, en effet, on considère aussi que c'est majoritairement à partir d'électricité qu'on va faire de l'hydrogène, modulo la part qu'on va faire encore avec du gaz naturel en captant les émissions de CO2, puisqu'il paraît que c'est acceptable en termes de décarbonation. Mais disons, le grand développement de l'hydrogène, pour répondre à l'essentiel de la demande, c'est à partir d'électricité, donc on a dit renouvelable ou nucléaire, etc. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une dynamique au niveau mondial qui est assez intéressante à observer. Parce que l'hydrogène, donc c'est vrai que la France a été à peu près le deuxième pays avec après le Japon à mettre en place une stratégie, c'était le plan Hulot en 2018. Mais aujourd'hui, il y a plus de 45 pays dans le monde qui ont une stratégie hydrogène, donc avec de l'argent public, etc., et 80 pays qui parlent d'hydrogène. Donc pour tout le monde, c'est un enjeu. Et la répartition géopolitique, si on peut dire qu'on constate, c'est des pays qui sont, et ça vaut aussi pour l'Afrique dans une certaine mesure, même si d'un point de vue réaliste, on ne sait pas très bien comment ils vont faire, mais théoriquement, il y a beaucoup de pays dans le monde qui pensent être fortement en capacité de développer les renouvelables massivement, et qui vont être des producteurs d'hydrogène ou de produits dérivés d'hydrogène, puisqu'on a aussi besoin d'ammoniac, de méthanol et tout un tas de carburants de synthèse pour l'aviation, pour le maritime, etc. Mais bon, l'hydrogène est dérivé, appelons ça comme ça. Donc il y a des pays qui se voient massivement des producteurs exportateurs et des pays, en particulier ça vaut pour l'Union européenne, l'Allemagne ou le Japon et d'autres, qui se voient majoritairement importateurs, c'est-à-dire qu'ils ont des très forts besoins de décarbonation, vous l'avez très bien dit, beaucoup d'industries, etc., beaucoup de substitutions, et qui n'ont pas forcément les capacités physiques de produire beaucoup sur place de l'hydrogène qui serait, disons, considéré comme vert, bas carbone, etc.
Et donc, on constate des logiques un peu géopolitiques avec des partenariats qui se nouent, etc., de flux théoriques, parce que c'est très théorique pour l'instant, de l'hydrogène comme une commodité qui se baladerait. Alors, donc là, je viens sur les contraintes physiques pour cette logique internationale, c'est l'acheminement. Parce que, alors, je passe même sur les contraintes physiques des pays producteurs, c'est-à-dire installer pléthore de capacités renouvelables avec l'espace disponible, tout ça, etc. Passons là-dessus, admettons que ce soit même possible. Une fois qu'on a fait de l'hydrogène ou des dérivés, comment on le transporte? Donc, il y a les réseaux de transport de gaz dont on voit qu'ils ne sont pas forcément en place, qu'il va falloir investir fortement là-dessus et qui va payer pour ça, puisque en fait c'est rentable quand il y a du gaz qui passe dedans. Donc pour l'hydrogène, une fois qu'on a dit qu'on fait un réseau d'hydrogène, en fait on va regarder quand est-ce qu'on pourra mettre vraiment l'hydrogène dedans pour que le tuyau soit rentable. Donc c'est un énorme coût à penser. Et sinon, donc des pays très lointains, le Chili, 12 000 km, 11 000 km de la France, l'Union européenne dit qu'il va transporter par bateau. Bon, il n'y a pas de bateau qui transporte de l'hydrogène vraiment aujourd'hui. Voilà. Même de l'ammoniac, il n'y a pas assez de bateaux pour transporter tout l'ammoniac dont on aurait besoin. Les infrastructures portuaires ne sont pas au niveau. Bon. Donc tout ça est très contraignant et réduit fortement la logique de commerce international de l'hydrogène à court terme, bien qu'on ait entendu beaucoup de promesses autour de ça. Ça va être plutôt 2040-2050 peut-être. En revanche, et là je viens rapidement, si j'ai encore une petite minute, sur la logique plutôt locale, puisque l'hydrogène, ça a une dimension aussi d'écosystèmes territoriaux, c'est ça qui la rend intéressant, enfin qui rend ça intéressant. Et là, on vient sur des logiques plus locales. Donc il y a quand même des besoins d'infrastructures, des réseaux de transport d'hydrogène. Si on transporte tout l'hydrogène par camion dans les camions-citernes équivalents, ça va être un peu compliqué. Donc, il faut cet équilibre des réseaux d'électricité et de gaz qui vont, de manière optimisée, transporter l'énergie dont on a besoin et l'hydrogène dont on va avoir besoin dans des logiques, disons, de hubs territoriaux. Voilà, appelons ça comme ça. Et donc là, il faut penser les contraintes sur le réseau électrique. Par exemple, si on prend une zone comme Marseille-Fos, il y a des fortes contraintes de renforcement de réseau pour électrifier et transformer en hydrogène pour l'industrie basée là. Mais les infrastructures portuaires, de la même manière, bon, il y a beaucoup de contraintes locales comme ça. Et un dernier mot où je vais égrener les mots-clés, mais les autres contraintes physiques sur l'hydrogène, ça va être les métaux, en particulier les platinoïdes dont on a besoin pour fabriquer des piles à combustible, des électrolyseurs. Et là, on voit que compte tenu de la demande mondiale sur l'électrolyse, donc ce procédé majoritaire de fabrication d'hydrogène, il va y avoir quand même une petite concurrence sur l'approvisionnement en métaux critiques. Et là, les pays, on voit se mettre en ordre de bataille, sachant qu'il va y avoir certainement une demande plus importante que l'offre. Donc il faut penser recyclage, etc. Après, il y a en France, dans cette logique d'écosystèmes territoriaux, un enjeu lié au foncier. Et là, on voit bien dans toutes les politiques publiques tout le sujet sur zéro artificialisation nette et à quel endroit on peut utiliser le foncier disponible, comment pour installer des renouvelables de l'hydrogène, etc. Et enfin, peut-être, même si c'est vraiment très trivial en volume global, puisqu'on dit que la filière hydrogène en France, elle pourrait prélever l'équivalent de moins de 0,1% de la ressource en eau, production par électrolyse, refroidissement compris, et moins de 0,5% de la consommation d'eau. Donc ça paraît peu, mais par zone géographique, il faut quand même regarder, puisqu'on a des contraintes très fortes sur certains territoires en France, et il faut vraiment prendre ça en considération aussi. Voilà. Ça fait beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes. Et peut-être justement pour conclure sur le sujet des contraintes, alors on aura quand même pas mal à l'issue des 4 interventions, mais justement peut-être sur notamment les projets que vous accompagnez, l'éolien, le solaire. Qu'est-ce que vous voyez, Erwan? Alors, effectivement, on a les projets renouvelables citoyens, il y a les projets le renouvelable et citoyens. Sur le renouvelable, aujourd'hui, le productible, sur le soleil et le vent en France, puisque nous on est basé en France, il n'y a pas trop de problèmes sur la ressource. On en a évidemment sur l'hydro, où toutes les petites centrales hydro en fait sont sous tension, et sur une activité qu'on avait lancée il y a 4-5 ans, qui est tout ce qui est bois énergie sur des petites centrales qui répondent à énormément de besoins de collectivités décentralisées, où là, en fait, on voit bien que effectivement l'enjeu de la biomasse est compliqué.
L'ADEME a complètement réformé sa politique de subvention en mettant finalement la biomasse forêt à la fin du fonds chaleur. Donc maintenant, il faut qu'on aille sur de la géothermie peu profonde ou du solaire thermique pour des projets de chaleur. Donc sur les ENR, on a voilà, 2 filières en tension. Sur le productible, voilà. Sur les moyens, en fait, pour les projets citoyens, en fait, on doit considérer qu'on n'est pas dans la filière qui a accès à tous les produits, à toutes les expertises, ce qui fait qu'on est très mauvais sur notre poids, notre relation avec les fournisseurs. Et du coup, là, il y a du stop and go. Il y a du stop and go avec le Covid pour tout le monde sur les panneaux solaires qui venaient tous de Chine. Mais évidemment, les petits projets, les projets faits par des non-professionnels sont venus les derniers servis. Donc, on a, pendant 2 ans, mis énormément de projets au frigo là-dessus. Là, ça redémarre parce que nos amis chinois ont décidé de dumper la filière pour des mauvaises raisons. Mais voilà, donc ça, c'est positif. Sur l'éolien, c'est aujourd'hui en pleine restructuration des turbiniers. Pareil, il faut avoir en tête que le marché français est le seul à demander des turbines de moins de 3 mégas et on n'est plus dans aucun des catalogues. Et quand on fait des projets citoyens de petite taille sur des machines autorisées entre 1 et 3 mégas, ça n'intéresse plus aucun turbinier. Donc à 2 ans, en fait, on ne sait pas si les projets qu'on développe aujourd'hui font du sens. Donc on est en train de travailler sur ces aspects-là. Mais on a un vrai enjeu en France pour les ENR, mais particulièrement pour les projets d'ENR citoyennes, à trouver en fait les bons éléments. Et puis il y a le citoyen. Le citoyen, en fait, c'est ma ressource qui est la plus compliquée parce que on avait il y a 10 ans des bénévoles, des gens qui étaient principalement à la retraite, mais qui étaient dans une éducation populaire et dans un système de réflexion de boomers. Et aujourd'hui, en fait, ces gens-là, ils ont 80 ans. C'est plus compliqué de les mobiliser et ils sont remplacés par des zappeurs, par des jeunes qui sont très sensibilisés sur le sujet et qui sont incapables de se projeter en disant voilà, je reste sur mon territoire, je fais mon projet pour 30 ans parce que je vais rester sur mon territoire. Non, ils vont changer de sujet tous les 2 ans et évidemment la mobilité géographique est très importante, donc on a du mal sur cette ressource-là également.